Les approches prometteuses en matière d'exploitation sexuelle. Je dis bien prometteuse parce qu'en termes d'évaluation, on n'a pas nécessairement des évaluations très robustes sur des programmes probants. Là. Donc, il y a beaucoup d'approches prometteuses. Donc, c'est ce que je vais vous aborder un peu plus tard. Mais avant, bien sûr, je veux parler rapidement du contexte québécois. Au niveau des statistiques qu'on possède sur la problématique, c'est malheureusement très peu de données fiables et solides là, sur lesquelles on peut s'appuyer pour bien évaluer l'ampleur du phénomène. Ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup tributaire aux actions policières, les enquêtes ou sinon au niveau des signalements qui ont pu être faits. Par contre, ici, je vous amène des données de recherche intéressantes là, qui datent déjà pour certaines, là, mais qui parlent des jeunes en centre jeunesse en unité de réadaptation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a environ 27 des filles, 8 des garçons qui ont déjà échangé des services sexuels là, moyennant rétribution, là, donc en échange de quelque chose. Donc, c'est quand même des statistiques inquiétantes quand on regarde ça. Puis quand on part davantage, il y a eu des travaux plus récents là, de Nadine Langto et ses collaboratrices, entre autres, qui mettent en lumière des proportions beaucoup plus élevées en centre de réadaptation. Donc, ça, c'était à Montréal et à Laval. Donc, ça monte jusqu'à 56 ce qui est drôlement, justement, inquiétant. Donc, on voit que c'est une problématique qui est très présente et surtout très présente pour nos jeunes en difficulté. Dans notre contexte québécois, il faut savoir que, justement, au Québec, il se développe beaucoup d'expertise depuis très longtemps. Charline le parlait, là, nous, il y a eu des développements là, déjà en 2002. Donc, au début des années 2000, on s'intéressait à ça. À partir de ce moment-là, au Québec, il y a eu beaucoup d'expertise, beaucoup de programmes, projets qui ont été développés partout. Donc, vraiment, on voit que c'est une problématique qui nous préoccupait grandement. Mais il a fallu quand même attendre jusqu'en 2019, la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, pour vraiment avoir l'attention très particulière et spécifique là, de nos élus là, qui étaient grandement préoccupés par la problématique, qui avait vraiment une recrudescence. Donc, cette mobilisation-là au niveau politique, ça a été, je dirais, un coup de fouet aussi là, qui a permis de se mobiliser encore plus sur ça et de déboucher sur un plan d'action gouvernemental, donc 21-26, avec différents axes également. Donc, c'est vraiment un bon moment, je dirais, pour travailler pour les victimes, pour les personnes impliquées aussi dans ce milieu, donc, et sur différentes facettes. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc, avant de commencer, je trouve que c'est important de parler de la terminologie et des définitions. Si vous travaillez dans le domaine, vous savez sûrement qu'il y a différentes façons de voir les concepts qui sont abordés. Donc, je vais aborder quand même différents aspects. Quand on parle de la prostitution, c'est quoi concrètement quand on veut définir la prostitution? Moi, j'aime bien la définition d'Hannigan qui dit c'est de l'échange de biens et de services contre quelque chose, dans le fond, là, qui ne répond pas nécessairement à ses propres besoins sexuels ou affectifs. Donc, on le fait pas parce que ça nous procure, ça répond à nos réels besoins à nous, mais on le fait parce que ça nous apporte certains gains dans un sens. Donc, ça, c'est la définition qui peut être intéressante à utiliser pour parler de prostitution. Quand on regarde l'étymologie du mot, donc de prostitution, ça vient du latin, excusez-moi, je ne suis pas très bon en latin, prostituere, qui dans le fond, qui se divise en deux morceaux. Là. Donc, il y a le volet pro, qui veut dire mettre en avant, et statuere, qui veut dire placer. Donc, ça veut dire on veut placer devant, mettre à l'avant-scène, donc faire valoir. On a beaucoup évolué, je dirais, dans la conception de ce terme-là, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le dictionnaire, le mot prostituée, prostitution, ça signifie se déshonorer, se déprécier, se dégrader, se rabaisser. Donc, ce n'est pas très positif comme vision. Mais quand on s'imagine la prostitution, c'est parce qu'il y a différentes façons de le concevoir. On peut, d'un côté du spectre, voir la traite de personnes et de l'autre côté, le travail du sexe. Vous avez répondu à des questions en ce sens-là. Il y a toutes sortes de variables qui expliquent pourquoi on va concevoir plus un côté que de l'autre, mais c'est important de faire la part des choses. Quand on parle de la traite de personnes, c'est une vision beaucoup plus axée sur la personne qui est contrainte, qui est forcée, qui est victime de violence. Donc, on exploite la vulnérabilité de ces personnes-là. Et de l'autre côté, on va s'imaginer le travail comme, dans le fond, cette situation-là comme le travail du sexe. Donc, c'est des personnes qui font des choix. Ça fait référence à la notion de l'agentivité, de faire ses propres choix,
d'être autonome, de faire ce que bon nous semble. Donc, c'est vraiment des visions très opposées qui, d'ailleurs, divisent énormément les interventions dans le milieu. C'est-à-dire que c'est deux positions, je vais dire, féministes opposées. Donc, quand je parle des abolitionnistes, donc qui, justement, veulent mettre fin à la prostitution, n'acceptent pas puisque c'est de la violence qui est faite envers les femmes, principalement. Et de l'autre côté, les réglementaristes qui vont dire, ben, c'est un choix, puis si une personne décide de vouloir travailler dans ce milieu-là, ben, elle a tout à fait le droit. Donc, c'est deux positions très opposées. Quand on veut voir l'exploitation sexuelle, on peut se l'imaginer, surtout l'exploitation sexuelle commerciale, un peu au milieu des deux. C'est-à-dire que des fois, on a des jeunes et des adultes qui sont dans une situation un peu au niveau de la traite, un peu au niveau du travail du sexe. Donc, il y a quand même une certaine variabilité au niveau des expériences. Donc, c'est important à considérer si, bien sûr, on veut intervenir adéquatement auprès de ces personnes-là. Quand on regarde au niveau des mineurs, en 2017, il est arrivé un changement important au niveau de la LPJ avec le projet de loi 99, où on est venu voir davantage la prostitution juvénile comme un abus sexuel. Hein. On a considéré que l'exploitation sexuelle, c'est un abus sexuel. Ça, c'est arrivé à partir de 2017. Avant cette date-là, on voyait les jeunes qui faisaient de la prostitution, hein, donc quand on appelait la prostitution juvénile, c'était des jeunes qui avaient des troubles de comportement, hein, qui avaient des mauvaises fréquentations, qui consommaient, qui fuguaient, qui avaient des comportements sexuels problématiques. Donc, on avait une vision où c'était la responsabilité du jeune ou de la jeune, alors qu'à partir de 2017, on les a vus et perçus davantage comme des victimes. Donc, c'est un changement important au niveau de notre paysage québécois. Si on veut regarder la définition de l'exploitation sexuelle, cette définition-là est très intéressante. C'est celle du Secrétariat à la condition féminine, donc, qui a été élaborée en 2016, qui vient dire, dans le fond, que quand on parle d'exploitation sexuelle, il faut considérer qu'il y a une situation, un contexte ou une relation. Hein? Donc, c'est un élément qui a une certaine durabilité dans le temps, où on profite de la vulnérabilité ou de la dépendance de la personne. Donc, ça, si on veut exploiter, ben, c'est justement, on exploite la vulnérabilité ou la dépendance. Et l'autre bout qui est important, c'est le rapport de force. Donc, on n'est pas dans des positions inégales. On n'est pas dans des positions égales plutôt. Donc, il y a quelqu'un qui exploite l'autre personne. Donc, cette définition-là vient mettre quand même la table sur les personnes, justement, qui sont en situation d'exploitation sexuelle, quand même très intéressante et qui fait de plus en plus consensus, je dirais, au Québec, quand on parle de la notion d'exploitation sexuelle. Maintenant, quand on ajoute la notion d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, là, il faut se poser une question supplémentaire. C'est qu'on voit qu'il y a une certaine distinction avec l'abus sexuel. Premièrement, parce que l'abus sexuel, ça peut être un événement hein, isolé ou certains événements répétés, mais quand on parle de l'exploitation sexuelle commerciale, il y a aussi une notion qui est quand même particulière et qui se distingue vraiment de l'abus, c'est-à-dire que peu importe ce qui peut arriver, peu importe comment on conçoit l'expérience de la personne, il y a une certaine gratification liée à ça. Et quand on parle de gratification, ça veut dire quoi? Bien, c'est-à-dire que soit qu'il y a un retour, je dirais, au niveau matériel, financier, affectif dans certains cas. Donc, on peut bien évidemment questionner ça. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous êtes déjà en train de réagir quand j'amène ça. Pourquoi? Bien, on peut se poser la question, est-ce que la personne est vraiment libre de faire ses choix? Est-ce que la personne fait un choix libre et éclairé? Est-ce qu'elle sait les conséquences qu'elle va vivre si elle s'embarque dans cet univers-là? Effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Okay? Donc, ça, c'est important de garder ça en tête. Mais quand on veut parler de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, il faut considérer qu'il y a quand même cette dynamique-là qui est particulière et qui est différente. Il y a un terme aussi qu'on peut utiliser pour parler, je vais dire, de prostitution et changer un peu de terme. Ça peut paraître quand même mercantile un peu, là, mais la marchandisation des services sexuels. Premièrement, c'est un terme qui est utilisé dans le code criminel canadien, mais aussi, c'est un terme qui est beaucoup plus neutre, hein, puisqu'on a vu que prostitution, il y a un aspect très péjoratif. Ensuite, si on parle de traite de personnes versus travailleuse du sexe, on est dans des postures et des positions idéologiques aussi qui viennent, je vais dire, cliver ou amener, je dirais, un débat important. Si on parle de marchandisation des services sexuels, on est beaucoup plus dans un terme neutre qui fait référence à l'acte plutôt que le statut de la personne ou plutôt que la position idéologique. Donc, c'est vraiment sans jugement de valeur sur l'expérience de la personne. Et l'autre chose, c'est que dans la notion de marchandisation, on peut aussi y voir une certaine forme de dépendance. Parce que si on marchande, il y a quelque chose en échange. Donc, si on reçoit quelque chose en échange, ça peut générer une situation de dépendance également. Donc, en intervention, déjà, première chose à garder en tête, c'est que malgré tous les risques et les dangers auxquels la personne s'expose,
faut toujours se rappeler qu'il y a des gains importants et des bénéfices. Et c'est ces éléments-là qui expliquent principalement le maintien. Bien sûr, il peut y avoir la crainte, la coercition, tous les contextes plus négatifs, mais c'est beaucoup les aspects positifs qui viennent expliquer ce maintien-là dans les activités, justement, de marchandisation des services sexuels. Maintenant, je voulais aborder les facteurs de risque et les conséquences liées à cette réalité-là. C'est important quand même de bien comprendre ces aspects-là. Je ne veux pas y aller en détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, puis je veux vous parler des approches prometteuses, mais c'est important pour comprendre qui sont ces personnes-là et quelles difficultés ou vulnérabilités elles ont été exposées au cours de leur vie. Donc, il faut savoir que pour beaucoup de jeunes, au niveau de la littérature, les facteurs de risque qui sortent comme étant quand même assez présents, c'est beaucoup des jeunes qui proviennent de milieux familiaux difficiles, qui ont vécu de la négligence, des abus. Il y a souvent des histoires d'abus sexuels également. Donc, c'est des profils quand même de vulnérabilité importants qui ont généré bien souvent des traumas. Donc, ça, c'est toujours à garder en tête. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ça veut pas qu'il y a des jeunes qui viennent de bonnes familles où le climat familial était positif, que ce n'est pas possible d'avoir des jeunes en situation d'exploitation sexuelle, mais il faut juste comprendre que c'est des facteurs de risque qu'on voit chez beaucoup de jeunes et de personnes qui font l'expérience, dans le fond, d'une situation d'exploitation sexuelle. Donc, il y a des histoires de placement bien souvent, des fugues, des abus de substances, toutes sortes de difficultés de divers ordres. Donc, je ne veux pas les passer tout en détail. Vous aurez de toute façon la présentation. Mais ce qui était bien souvent aussi important, c'est qu'il y a généralement une banalisation ou une idéalisation du milieu de la prostitution, donc du milieu du commerce, dans le fond, sexuel. Pourquoi? Parce qu'on connaît des gens aussi, bien souvent, qui sont impliqués dans le milieu. Ça peut être des amis, la famille, des fois c'est les parents, mais ça aussi, ça facilite l'entrée, je dirais, et ça augmente les facteurs de vulnérabilité chez les jeunes, entre autres, pour leur entrée dans le milieu de la prostitution. Et ce que je dois dire, c'est qu'on sait aussi au niveau de la recherche, c'est que l'âge moyen d'entrée pour justement des activités de marchandisation des services sexuels, c'est environ 14-15 ans. Donc, en moyenne, donc c'est souvent, ça commence à l'adolescence, d'où l'importance de se préoccuper grandement de cette problématique-là au niveau de l'adolescence. Il y a toutes sortes de conséquences également liées à ce mode de vie-là. Bien sûr, on a des personnes qui vont vivre toutes sortes, bon, ils peuvent se faire arrêter pour toutes sortes de situations, vivre des placements en centre de réadaptation, à développer des troubles de santé mentale, des troubles de santé physique, donc des dépendances. On voit qu'il y a beaucoup d'impact à ces comportements-là et à ce contexte aussi de vie-là. L'autre élément qui est souvent très présent, c'est un réseau social affaibli. C'est que pendant que, je vais parler d'une jeune, par exemple, pendant qu'une jeune est en situation d'exploitation sexuelle, bien souvent, son réseau, que ce soit familial, ses amis, vont malheureusement la délaisser. Elle va se sentir de plus en plus isolée ou elle va se faire isoler. Donc, ça peut dépendre des situations. Donc, à ce moment-là, c'est des conséquences assez importantes pour la jeune. Il peut y avoir toutes sortes d'étiquettes négatives aussi, des émotions négatives. Et important au niveau identitaire, c'est l'étiquette ou le stigma qui va coller à sa peau. Hein? C'est quand même un défi important à surmonter. C'est des jeunes et des adultes pour lesquels, malheureusement, ils ont souvent une image très négative d'elles-mêmes, puis l'image que aussi la société leur projette. Donc ça, elles doivent vivre et composer avec ça pour se reconstruire, pour se sortir de cet univers-là. Donc, c'est des défis quand même importants. Maintenant, avant encore de parler des bonnes approches, je veux quand même soulever les limites de nos interventions. Je suis content, on est nombreux aujourd'hui et on provient de différents milieux. Donc, on a vu vos milieux de provenance. Vous êtes des acteurs justement, que ce soit du milieu communautaire, institutionnel, vous provenez de différents milieux. C'est important de savoir qu'est-ce qui fait que nos interventions actuelles sont plutôt limitées. Ce que je vous amène là, c'est entre autres ce qu'on retrouve, que ce soit dans la recherche ou les propos des jeunes et des femmes elles-mêmes qui ont vécu ce parcours-là d'exploitation sexuelle. Premièrement, une des limites de nos interventions, c'est qu'il y a une absence de cohérence dans nos interventions. Hein? Pourquoi? Bien, justement parce que certains partenaires vont avoir une vision idéologique particulière, comme quoi que systématiquement la personne est dans une situation de contrainte ou que la personne a fait ses choix, puis c'est sa responsabilité à elle. Donc, à ce moment-là, ça vient quand même rendre ça encore plus difficile. D'autres, ça va être un débat d'approche. Donc, on va y aller en réduction des méfaits. Donc, est-ce que c'est possible de diminuer les méfaits sans toutefois arrêter totalement les activités sexuelles versus l'abstinence où on veut absolument l'arrêt complet des activités? Il peut y avoir un débat de mandat. Hein? On le sait, le milieu communautaire institutionnel, on n'a pas du tout les mêmes mandats, les mêmes missions. Donc, ça aussi, ça peut clasher, excusez-moi l'expression.
Et il y a un débat de perspective clinique aussi. Donc, on est encore dans un moment où je disais que c'est depuis 2017 que ça a changé. Donc, on voit les troubles de comportement encore pour certains versus la victime d'abus sexuels. Donc, encore là, ça peut nuire à nos interventions si on n'a pas la même perception. L'autre limite de nos interventions, c'est l'absence de continuité. On a peu de services qui accompagnent nos jeunes à travers les systèmes. Quand ils sont mineurs, il y a une prise en charge. Quand ils sont adultes, il y a des services également. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes qui vivent cette transition-là dans leur autonomie, dans leur développement? C'est des limites importantes de nos interventions actuelles. L'autre chose, c'est qu'on a peu de services spécifiques. Malheureusement, au Québec, on n'évalue pas systématiquement les situations d'exploitation sexuelle pour toutes sortes de raisons méthodologiques. C'est quand même assez compliqué, mais on n'a pas de dépistage systématique. Et on a aussi des services qui sont compartimentés. Donc, on a des services qui vont travailler la toxicomanie, qui vont travailler la santé mentale, qui vont travailler telle autre dimension. Toutefois, il n'y aura pas de services qui vont nécessairement considérer spécifiquement l'exploitation sexuelle. Puis on le sait que l'exploitation sexuelle, c'est souvent une problématique où il y a beaucoup de co-occurrence, donc d'autres problématiques qui surviennent en même temps. Donc, ça aussi, c'est important à considérer. On a peu d'interventions qui sont individualisées, qui vont suivre le rythme, la volonté des personnes et des besoins. Donc, si on développe des programmes, on met quelque chose en place qui est un peu un mur à mur, mais on n'est pas en mesure de suivre la personne et surtout suivre son rythme. Donc, est-ce qu'elle est prête? Si oui, si elle fait un pas de recul, s'il y a rechute, etc. Donc, il faut pouvoir s'adapter aussi au niveau de nos interventions à ce niveau-là. Et, en terminant, il y a peu de pérennité, c'est-à-dire qu'on va offrir une action qui va être circonscrite dans le temps, donc quelques semaines, quelques mois, puis après ça, la personne, on se dit, bon, ben parfait, débrouille-toi, puis tu vas être capable d'y arriver. Bien souvent, le besoin de soutien est beaucoup plus important pour répondre aux différents besoins à long terme. Donc, c'est important d'avoir une présence significative, justement, à long terme. Maintenant, j'arrive dans le vif du sujet, les approches cliniques prometteuses. Je pense que c'est une base. Vous êtes de plus en plus au courant de ces approches-là, hein, puisque depuis de nombreuses années, on parle des approches sensibles au trauma. Qu'est-ce que c'est en fait une approche sensible au trauma? C'est d'abord une approche, surtout auprès des victimes, je vais parler de victimes d'exploitation sexuelle ou de personnes qui marchandent leurs activités sexuelles. C'est d'abord et avant tout une approche qui va assurer et viser à sécuriser la personne, hein, à l'accueillir et surtout faire en sorte qu'elle ne se sente pas jugée, d'assurer aussi de diminuer son niveau d'hypervigilance. Si c'est des personnes qui ont vécu des traumas importants, on veut surtout éviter la réviviscence des traumas, donc on veut vraiment la sécuriser, lui montrer une présence bienveillante aussi, donc ça c'est très important. On vise également à valider la personne, valider son expérience, valider ses émotions. Donc, on ne veut surtout pas porter de jugement. On veut faire en sorte que la personne se sente plus reconnue, justement, et se sente acceptée. Donc, la validation, ça part de comment la personne se voit, comment elle se perçoit, comment elle perçoit ses gestes. Donc, on l'accepte comme elle est, avec ce qu'elle a vécu, sans jugement, bien entendu. On vise également l'exploration de soi. Donc, on veut que la personne puisse se découvrir par elle-même et se découvrir réellement elle-même et non pas à travers les yeux des autres. Bien souvent, les personnes dans ces situations-là ont dû faire ça pour plaire à quelqu'un, pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Donc, il y a souvent d'autres personnes qui viennent influencer leur choix et au final, il y en a beaucoup qui se connaissent très peu. Donc, apprendre à s'explorer, à se découvrir elle-même, quels sont leurs réels besoins pour éventuellement pouvoir s'actualiser. Donc, faire en sorte d'avoir un meilleur sentiment d'efficacité personnelle, justement de mieux se connaître, mieux se comprendre et de voir qu'est-ce qui répond mieux à ses besoins. Donc, tout ça, les approches sensibles au trauma, c'est une base en intervention auprès des victimes d'exploitation sexuelle. Et d'ailleurs, si vous vous êtes intéressé à en savoir un peu plus là-dessus, vous voulez de la documentation, on a développé une trousse trauma aussi qui est sur notre site de l'IUJD, une trousse trauma enfance-adolescence. Donc, vous pouvez aller la télécharger. Je vous invite à aller sur le site pour en savoir davantage. Aussi, ce qui est intéressant comme perspective théorique dans l'intervention, c'est le modèle transthéorique du changement. Donc, pourquoi? Parce que si on voit la marchandisation des services sexuels comme un comportement de dépendance, mais on peut très bien appliquer ce modèle-là que plusieurs d'entre vous avez déjà vu. Surtout si vous avez déjà travaillé en toxicomanie, hein, vous savez que c'est un modèle des stades du changement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne entre au début là, dans une situation? Au début, on ne voit pas de problème. Hein? Tout est beau, hein? On voit juste les côtés positifs. À un moment donné, ça, c'est en pré-contemplation. Quand on arrive en contemplation, c'est
Ouais, j'aimerais ça changer, mais là, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas capable. Tu sais. Donc ça aussi, c'est une étape importante. Donc, on peut travailler cette motivation-là au changement pour arriver éventuellement à des déterminations. Donc, la reconnaissance de la problématique et le souhait d'apporter des changements concrets, passer à l'action par la suite et éventuellement assurer un maintien, donc une stabilité dans le temps du changement. Bien sûr, la rechute fait partie du processus de changement et c'est pour ça qu'il est justement dans le schéma que vous voyez présentement. Donc, il faut toujours le considérer, c'est normal. Hein? Il y a des travaux de recherche qui mettent en lumière que des fois, ça peut prendre 5 à 6 rechutes pour une personne qui souhaite quitter le milieu de la prostitution. Donc, c'est quand même assez important. Donc, si on considère ça, bien, on le sait que c'est des stades justement où il y a des processus émotifs et cognitifs qui sont associés à ça. Donc, on se doit de comprendre l'évolution de la personne à travers son changement et de l'accompagner à son rythme également. Donc, tout ça, c'est si on le conçoit, la problématique ou cette réalité-là, si on le conçoit comme une dépendance, ça nous aide à intervenir de cette façon-là pour accompagner la personne à son propre rythme. Il y a aussi l'entretien motivationnel qui est très collé aussi à ce modèle-là, qui vise à réduire l'ambivalence face au changement. Hein, souvent, la personne, elle reconnaît qu'il y a des aspects négatifs, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre pour changer. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut susciter le discours changement, on veut faire en sorte que la personne puisse le plus possible parler du changement. Et nous, comme intervenants, bien, on l'accompagne à travers ça. Donc, on veut l'amener à faire ses propres réflexions, à faire ses propres choix, mais tout en étant consciente que oui, il y a des éléments négatifs face à mon choix, mais maintenant, est-ce que tu avais pensé à toutes les conséquences de ça? Donc, souvent, la posture de la personne en entretien motivationnel, ça va être de vouloir informer, mais informer pas contre le gré de la personne. Hein? Donc, il faut que la personne soit ouverte et intéressée à avoir plus d'informations sur les conséquences potentielles de son choix. Donc, c'est là qu'on peut amener la personne à faire un choix libre et éclairé. Donc, c'est vraiment une posture intéressante qui vise encore une fois l'accompagnement face au rythme de changement de la personne, qui vise à susciter la motivation intrinsèque aussi, réfléchir sur ses propres choix. Donc, ça, c'est aussi une approche qui est considérée comme prometteuse là, au niveau des personnes en situation d'exploitation sexuelle. Il y a la réduction des méfaits. Vous aviez une question aussi là-dedans, dans le petit quiz au début. La réduction des méfaits, c'est une approche de santé publique qui vise à réduire les conséquences négatives. Donc, on veut que la personne soit capable de faire ses choix, ses propres choix, tout en adoptant des comportements de protection. En fait, ça se distingue un peu du modèle d'abstinence qui vient de la toxicomanie, où on veut justement, par exemple, zéro consommation de drogue, parce que sinon, la personne va se sentir très à risque de rechuter. Quand on est en réduction des méfaits, bien, on veut juste s'assurer de diminuer le plus possible les méfaits associés au comportement. Puis tranquillement, pas vite, ça peut amener à la cessation complète des activités, par exemple, si on parle d'exploitation sexuelle. Donc, c'est une posture qui permet un accompagnement, encore une fois, selon le rythme de la personne. Et ce qui est important, c'est bien sûr le non-jugement des comportements. Ça, c'est un élément fondamental dans toutes les approches qui œuvrent auprès des personnes en situation d'exploitation sexuelle. Le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, je pense que ça va être là, ce n'est pas une approche qui vise à cautionner, par exemple, les activités sexuelles et l'exploitation sexuelle. Donc, c'est pas, et non plus le banaliser. Bien souvent, il y a des préjugés par rapport à l'approche de réduction des méfaits, puis c'est important de clarifier ça. La réduction des méfaits, c'est simplement une alternative possible. Je vais encore redonner l'exemple en toxico. Il y a des gens pour qui arrêter de boire de l'alcool, ce serait impensable, inimaginable. Mais pour ces personnes-là, il faut leur offrir la possibilité de, est-ce qu'il y a moyen que tu réduises ta consommation pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impact dans ta vie de couple, par exemple, dans ta vie familiale, au travail. Donc, on veut réduire la consommation sans nécessairement cesser toute consommation parce que pour cette personne-là, c'est ce qui convient. Pour d'autres personnes, ça va être j'ai besoin d'arrêter complètement, je ne veux plus rien savoir, plus une goutte d'alcool, puis je suis mieux comme ça. Mais parfait. À ce moment-là, on a besoin de la diversité de ces approches-là pour répondre aux divers besoins des personnes et des réalités de chacun. Donc, ça aussi, c'est important de bien considérer ça. Encore une fois, si on voit la problématique sous l'angle ou sous la loupe d'une dépendance, il y a des travaux extraordinaires qui ont été faits depuis plusieurs années au niveau de la prévention de la rechute. Ça, on n'y pense pas trop souvent, mais pour les personnes qui sont dans des situations justement d'exploitation sexuelle et qui souhaitent arrêter ou qui ont arrêté justement, il faut quand même travailler avec elles, ces personnes-là, leur capacité à anticiper les éléments qui pourraient les amener à rechuter.
Si on ne travaille pas ça, ben, à un moment donné, ils vont frapper un mur sans avoir pu prévenir le coup. Donc, en prévention de la rechute, on veut faire en sorte d'outiller les personnes et les aider à repérer les signaux d'alarme. Parce que souvent, les signaux d'alarme, c'est quoi? Il se passe quelque chose de grave dans la vie d'une personne, il y a eu un changement important dans la vie d'une personne, il y a un relâchement ou un besoin d'une satisfaction immédiate. Ça peut être aussi parce qu'on fréquente des personnes ou des lieux qui sont plus susceptibles, dans le fond, de nous faire rechuter. Donc, c'est important que la personne soit en mesure d'identifier ça pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place si ça arrive dans ma vie pour éviter que ça survienne. Donc, c'est vraiment de prévoir, d'anticiper et d'outiller pour que la personne évite cette rechute-là. Et si on veut prévenir la chute ou la rechute, c'est important que ce soit pour la personne qui est aidée et non pas l'intervenant. Donc, on ne le fait pas pour nous, ce n'est pas nous qui le faisons à la place de la personne. C'est vraiment d'amener la personne à réfléchir sur ses propres éléments qui pourraient l'amener à rechuter et sur ses propres stratégies qu'elle peut mettre en place et qu'elle croit viables pour éviter la rechute. Donc, c'est vraiment encore là une forme d'empowerment aussi pour la personne. Donc, j'arrive à ma conclusion. Enfin, je me suis speedé ça, excusez-moi. Je voulais être sûr de rentrer dans mon temps. Fait que je pense que je vais être correct. Dans ma conclusion, je vais prendre le temps, bien sûr, ici d'amener ça. Vous aviez une question également dans le quiz. Il y a une différence importante entre être une victime et avoir vécu de la victimisation. Ça, j'ai souvent eu ce discours-là. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui me connaissent, qui m'ont déjà entendu à ce niveau-là. Je pense que c'est une distinction qu'on doit toujours mettre de l'avant. C'est quoi être une victime? Être une victime, c'est être dépossédé de tout pouvoir d'agir. C'est un statut, c'est une posture. Si on a été victimisé et on doit reconnaître et valider justement cette expérience-là de victimisation, ça, c'est fondamental. Mais il y a une méchante différence entre être une victime et avoir vécu de la victimisation. Si on est une victime, on ne peut pas rien faire. On a un statut, on n'a pas de pouvoir. Alors que si on a été victime, on le reconnaît, on met des stratégies en place. Il peut y avoir de la thérapie, de l'accompagnement pour reconstruire la personne, pour qu'elle permette de s'épanouir. Donc, c'est une distinction très importante. Et au niveau des termes qu'on utilise aussi, donc je vous amène à réfléchir à ça, parce que des fois, on le fait naturellement sans trop en prendre conscience, mais ce qu'on retient quand on dit à la personne « tu es une victime », on lui enlève son pouvoir d'agir. Donc, si on veut repenser ça, il faut vraiment faire attention aux termes qu'on utilise, bien sûr, tout en validant et en reconnaissant l'expérience de la victimisation. L'autre chose, c'est que si on travaille auprès des personnes en situation d'exploitation sexuelle ou qui marchandent leurs services sexuels, peu importe, on peut comprendre et il faut comprendre qu'il y a un certain double statut. C'est-à-dire que la personne est à la fois une victime, hein, je reprends le terme que je dis de ne pas prendre, mais vous comprenez, c'est d'avoir vécu de la violence, d'avoir vécu toutes sortes de situations. Donc, ça, il faut le reconnaître. Mais il faut aussi être en mesure de reconnaître que même si c'est une adolescente, donc ce n'est pas juste les adultes qui sont en mesure de faire leur propre choix, les adolescents aussi sont capables de faire leur propre choix. Par contre, ils ne font pas toujours des choix nécessairement libres et éclairés. Hein, encore là, donc, est-ce qu'on peut les aider à s'outiller, à mieux se développer, à mieux saisir la portée et l'ampleur de leur comportement? Ça, comme intervenant, c'est notre rôle de les accompagner là-dedans. Donc, est beaucoup plus important. Donc, c'est important de voir ce double statut-là, surtout quand on est en exploitation sexuelle à des fins commerciales. Okay? Donc, comment on peut les accompagner à bien concevoir ces deux aspects-là? Pour nous, comme intervenants, ça va nous aider à avoir une meilleure intervention aussi auprès de ces personnes-là. Et bien sûr, comme je le disais tantôt, il faut savoir qu'il y a une panoplie de services qui peuvent être offerts à ces personnes-là. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. La réduction des méfaits ne devrait pas être en opposition avec des postures qui visent davantage l'arrêt complet des activités, par exemple, de prostitution, mais plutôt comme une complémentarité. Parce que si une personne n'est pas prête à arrêter complètement ses activités de marchandisation, des services sexuels, si elle ne veut pas, elle n'est pas prête, puis que nous, on exige qu'elle le fasse, on ne sera jamais en mesure de répondre à ses besoins ni de l'accompagner à travers ça. Donc, ça prend des services qui offrent une diversité de ces approches-là pour encore là répondre aux besoins des différentes personnes. Et ça, pour ça, ben, on doit miser justement sur la capacité des personnes, hein, leur pouvoir d'agir. On veut leur redonner un contrôle, un pouvoir sur leur vie. Donc, comment ils peuvent agir sur leur trajectoire, comment ils peuvent développer leur propre autonomie et reprendre un contrôle sur leur vie. Et bien sûr, comment ils peuvent le faire?
mais il faut leur permettre de faire des choix hein, et de comprendre les répercussions de ces choix-là. Il faut leur permettre d'éprouver leur jugement, de voir si je fais tel choix, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Donc, il faut les accompagner à travers ça. Il faut les accompagner aussi à s'affirmer, développer des compétences sociales et surtout, je le répète, je pense que c'est le mot-clé, d'exercer leur pouvoir d'agir. Donc, on doit les soutenir là-dedans. Alors voilà, je m'arrête là pour l'instant. Juste vous dire que tout ce que je vous ai dit, quand même, là, c'est un survol assez rapide. On avait juste 30 minutes. Il y a un cadre de référence qui a été publié l'année dernière, en juin dernier, donc jour pour jour quasiment. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'UJD. Le cadre de référence est là. Il est en français, en anglais, et ça l'expose encore plus en détail, donc, ces différents aspects-là. Donc, voilà, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup.